Monsieur, bonsoir. Au menu ce soir de votre émission Outsourcing et recrutement. Pourquoi outsourcing? Eh bien, parce que d'abord, c'est l'un des secteurs qui s'en est le mieux sorti de la crise, grâce notamment au télétravail, et puis aussi parce qu'il est sujet à réorganisation. La Fédération de l'externalisation des services ou outsourcing a en effet vu le jour avec à sa tête Youssef Shraibi qui sera avec nous ce soir pour tout nous dire sur les perspectives d'avenir d'un secteur en pleine mutation digitale et qui emploie pas moins de 120 000 personnes au Maroc, un chiffre amené à croître de 10 000 postes selon cette même fédération. Et en parlant emploi, les chiffres publiés par le Haut Commissariat au Plan sur les pertes d'emploi en 2020 ont donné des sueurs froides à plus d'un. Et a-t-il raison de s'inquiéter quand on compare à la tendance mondiale? Malgré la crise Covid-19, certains secteurs ont repris les recrutements. Qui sont ou quels sont ces secteurs? Et généralement, comment s'annonce la tendance pour 2021 côté recrutement? Un expert en la matière répondra à nos questions ce soir. Il s'agit d'Amin Khayati, fondateur et PDG de Quix, une plateforme de recrutement rapide. Bienvenue à tous. Avant de joindre notre premier invité, Ala Benani plante le décor en rappelant les principaux chiffres relatifs à l'outsourcing au Maroc. Principal levier de la balance commerciale du royaume, l'outsourcing est l'un des rares secteurs à avoir survécu durant la pandémie. C'est le constat qui a été fait lors d'une récente conférence de presse de la Fédération marocaine de l'externalisation des services. Cette résilience du secteur est due principalement, selon la FMES, au maintien de la dynamique de création d'emplois, en particulier chez les jeunes. Malgré la crise sanitaire, l'outsourcing a pu générer plus de 10 000 postes d'emploi en 2020. L'externalisation des services fait également partie des activités les plus génératrices de devises. Avec un chiffre d'affaires de 14 milliards de dirhams réalisé en 2019, les prévisions en 2020 devraient être du même ordre, voire plus. Sur les 4 dernières années, les investissements du secteur ont fait un chiffre d'affaires d'1,3 milliard de dirhams, rien d'étonnant puisque le Maroc est la première destination de l'outsourcing francophone avec 50% de part de marché. Enfin, dans sa conférence de presse, la FMES s'est fixée comme principale mission de fédérer tous les acteurs des métiers de l'outsourcing en premier lieu et donner à ce secteur la représentativité qu'il mérite. Et puisqu'on parle de représentativité, avec nous depuis Casablanca, Youssef Shraibi, président de la Fédération marocaine de l'externalisation des services. Bonsoir Youssef Shraibi. Bonsoir. Alors, avant de parler des chiffres de 2020, n'est-ce pas? On vient d'entendre dans le reportage les chiffres de 2019. Parlons de cette réorganisation, de cette nouvelle fédération, la FMES. Pourquoi les services externalisés ne font plus partie de l'offshoring? En fait, quand on parle d'offshoring au Maroc, il y a différents métiers. Donc, il y a les métiers de la relation client qui ont toujours été historiquement représentés par la MRC et qui n'ont en fait jamais fait partie de la fédération de l'offshoring. Aujourd'hui, si on prend les deux principaux segments que sont le CRM et le BPO, ils représentent à eux seuls 85% des emplois de l'offshoring et qui n'ont jamais en fait fait partie de la fédération de l'offshoring. Donc, si vous voulez, c'est pas une séparation ou un divorce comme certains ont pu le dire, mais la réalité c'est qu'on n'a jamais fait partie de cette fédération et qu'on existait sous forme d'association et qu'aujourd'hui, on a trouvé que c'était le moment pour pouvoir exister également en tant que fédération statutaire au niveau de la CGM directement. Alors, on parle d'organisation de cette fédération. Déjà, combien d'entreprises sont membres à aujourd'hui? Quel ratio par rapport au nombre global des entreprises de ce secteur? Alors, en fait, on a 23 membres dans la fédération. Il faut savoir que c'est un secteur qui est très concentré autour des plus gros acteurs. Et cette vingtaine d'acteurs représente plus de 70% des emplois et des revenus du secteur. Après, vous avez énormément de petites entreprises. Il y a plus de 500 entreprises dans le secteur, mais de taille beaucoup moins importante. Et donc, nous, on est vraiment concentrés sur les acteurs les plus importants. Alors, est-ce que vous avez quand même prévu quelque chose pour les 500 acteurs beaucoup moins importants, ces 30% restants du secteur? Est-ce que la fédération a un plan d'action pour celles-ci, pour ces entreprises-là? Alors oui, bien entendu, puisqu'initialement, lorsqu'on était dans une association, effectivement, ça fonctionnait plutôt sous forme de clubs concentrés sur les plus gros acteurs. Et aujourd'hui, l'objectif de la fédération, c'est bien entendu s'ouvrir à l'ensemble des acteurs
qui veulent travailler avec nous sur tout ce qui va faire en sorte que ce métier va encore plus se développer et se consolider et pour pouvoir pérenniser tout ce qu'on a pu mettre en place ces dernières années et aller encore vers plus de professionnalisation du métier, une meilleure réglementation, des plus grands efforts en termes de formation et bien entendu, on sera ouvert à tout type d'acteurs. Quand vous dites réglementation, bien sûr, il y a cette question qui se pose. On en a déjà parlé d'ailleurs dans le cadre de questions écho. Cette question du télétravail dont la loi n'est toujours pas mise à jour. Est-ce que cela concerne en l'occurrence ce point-là très important puisque, et vous l'aviez dit déjà en tout début de cette pandémie, il est question de maintenir le télétravail même après la Covid-19. Effectivement, c'est un point fondamental. Tout le monde a été un petit peu pris de court puisqu'on a dû mettre ça en place de façon urgente pour assurer la sécurité sanitaire de nos collaborateurs, pour pouvoir maintenir une continuité de service pour nos clients. Donc on l'a fait dans l'urgence et on s'est rendu compte que c'était un modèle qui fonctionnait très bien, qu'on arrivait à maintenir notre productivité, qu'on avait un bon niveau de qualité, sans parler bien entendu de la qualité de vie de nos collaborateurs et des meilleures conditions qu'ils pouvaient avoir pour travailler. Et là, on voit après plusieurs mois que c'est un modèle qui va continuer à exister sur du long terme. Et effectivement, on a un code du travail qui n'est pas donc entièrement adapté à cette nouvelle pratique. Alors, ce qu'on a fait pour le moment, c'est qu'on a mis en place donc des contrats avec des avenants à nos contrats de travail existants, mais il est clair qu'on a besoin d'un cadre légal pour pouvoir définir toutes les règles qui s'appliquent au télétravail. Donc, on a fait des propositions dans ce sens. À qui avez-vous fait ces propositions, Youssef Cheraibi? Alors, en fait, on fait partie d'une commission ad hoc qui a été mise en place par la CGEM pour proposer justement un texte de loi pour régir le télétravail au Maroc. Et donc, les propositions ont été faites et maintenant, on attend un retour de la part du législateur. Très bien. Alors, parlons chiffre d'affaires à présent. 14 milliards en 2019. On le sait, cette branche d'outsourcing s'en est pas mal sortie, malgré la crise, notamment grâce à ce télétravail que vous venez d'évoquer, Youssef Cheraibi. On parle de combien, en tout cas des estimations du chiffre d'affaires de 2020 pour le secteur? Alors, 2020, nos estimations nous donnent un chiffre qui va être équivalent à celui de 2019, c'est-à-dire qu'on a eu un deuxième trimestre qui a été très compliqué, comme dans beaucoup d'autres secteurs d'activité, un troisième trimestre qui était conforme à celui de l'année dernière, et enfin un dernier trimestre qui est très très bon, et on n'a pas encore les chiffres arrêtés, mais on estime qu'on sera à un minimum de 13 milliards de dirhams pour cette année, ce qui reste excellent compte tenu de cette crise sanitaire. Et puis on devra retrouver un rythme de croissance très important à partir de 2021, avec des prévisions de minimum 10% de croissance annuelle. Et croissance veut également dire qu'il n'y a pas réellement d'emplois qui ont été perdus dans la filière? Ben non, on a créé justement plus de 10 000 emplois en 2020 et on est devenu le premier créateur d'emplois, donc le secteur qui a créé le plus d'emplois en 2020 devant l'automobile, et c'est la première fois que ça arrive cette année. Donc 10 000 nouveaux postes, comment cela se fait-il, sachant que finalement les revenus n'ont pas vraiment changé depuis 2019? Parce qu'en fait, il y a eu une très forte accélération sur le dernier trimestre, où en fait on a dû notamment accompagner nos clients, en particulier dans le secteur du e-commerce, qui s'est beaucoup développé, qui a connu un boom sans précédent à la fin de l'année. Et donc il y a eu des recrutements importants pour faire face à cette demande croissante, en particulier qui émane de ce secteur. Alors, puisqu'on parle emploi, je veux rester sur cet aspect-là de l'employabilité des emplois de manière générale. Eh bien, juste pour rappel, la loi de finances 2021 compte des mesures fiscales incitatives, n'est-ce pas, pour recruter des jeunes, alors notamment en CDI. Est-ce que cette incitation a encouragé ce genre de recrutement dans votre secteur ou pas? De toute façon, chez nous, le modèle, c'est vraiment les CDI, c'est plus de 90% des contrats qui sont en place par les entreprises du secteur, puisqu'on voit que nous, notre objectif principal, c'est de fidéliser nos ressources. On sait qu'on a un souci important de turnover, et bien entendu, il faut offrir les conditions à la fois de travail, mais également de contrat et de garantie qu'on peut donner à nos collaborateurs qui soient les plus attrayantes. Donc pour nous, c'est vraiment la norme, le CDI. Oui, mais du coup, est-ce que le fait qu'il y ait des incitations fiscales permettrait aussi de recruter davantage?
Après, ça dépend aussi de la demande. En fait, les recrutements ne sont pas vraiment liés aux incitations fiscales. Nous, on est vraiment piloté, comme vous le dites, par la demande de nos clients. Et donc, c'est vraiment ça qui va dicter en fait notre rythme de recrutement en fonction des marchés qu'on adresse et de la croissance de nos donneurs d'ordre. Donc, c'est vraiment ça le principal levier. Alors, il y a clairement aujourd'hui une transformation numérique, un peu comme dans tous les secteurs, mais force est de constater que le secteur de l'outsourcing est en front line par rapport au challenge face à cette transformation. D'abord, en termes de technologie, et aussi en termes de ressources, et en termes de ressources humaines, tout simplement. Est-ce qu'aujourd'hui, cela est pris en compte dans vos perspectives d'avenir et dans la stratégie que vous comptez mener? Vous avez parlé d'accompagnement de ces petites entreprises, notamment en formation. Comment la Fédération compte-t-elle accompagner cette transformation numérique qui se passe de manière extrêmement rapide, bien sûr, dans le monde, et le Maroc n'y échappe pas? Alors, vous savez, notre métier a beaucoup évolué depuis 20 ans. Initialement, on était sur un métier unique qui était celui du centre d'appel, avec un canal unique qui était la voix. Et on voit qu'en fait, toutes ces évolutions dont vous parlez nous ont nous-mêmes forcé à nous réinventer en permanence pour nous adapter aux exigences croissantes et aussi évolutives de nos clients. Donc, ça s'est passé déjà par le multicanal, puisqu'aujourd'hui, on parle de centre de contact. Et on gère différents canaux. Le digital est devenu très important en fait dans le chat, les réseaux sociaux, bien entendu le traitement des emails. On fait également du co-browsing. Donc tous ces nouveaux canaux sont totalement intégrés et aujourd'hui les personnes qui sont formées à tous ces nouveaux outils et qui permettent justement d'accompagner les clients dans leurs nouvelles demandes. Au niveau de l'intelligence artificielle également, c'est quelque chose qui est fondamental, qui nous permet à nous, on est très, très grands consommateurs de ce type de solution, parce que ça nous permet d'évoluer vers ce qu'on appelle des agents augmentés, c'est-à-dire qu'ils vont avoir des traitements beaucoup plus efficaces grâce à des outils qui sont très performants, qui permettent de donner des informations très précises sur le besoin du client, l'analyse de l'historique de ses consommations par exemple, faire des propositions qui vont être en one-to-one. Et tout ça, donc, c'est des choses qu'on utilise pour nous avoir une plus grande performance et des indicateurs de traitement qui sont beaucoup plus efficaces. Mais il y a cette menace, comme d'ailleurs avec la robotisation de l'industrie, est-ce qu'on n'est pas amené peut-être à remplacer les agents par des robots? Alors en fait, ça fait déjà plusieurs années qu'on entend parler de ça et qu'effectivement, on voit que l'automatisation, c'est un vrai enjeu et que les tâches à plus faible valeur ajoutée sont en train d'être automatisées. On voit qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin, par exemple, d'appeler son opérateur télécom pour demander un changement d'abonnement. On peut le faire directement en ligne sur un portail. C'est tout ce qu'on appelle le self-care. C'est ce qui permet en fait d'automatiser tous les traitements qui sont simples et qui ne nécessitent pas l'intervention humaine. En revanche, on voit qu'il y a beaucoup d'autres types de demandes où l'interaction justement avec un agent, un conseiller est fondamentale. On voit par exemple dès qu'il s'agit de fidéliser un client ou de lui vendre des services additionnels, on ne fera jamais mieux que l'humain puisqu'il y a ce besoin d'analyse et d'échange qui va permettre justement d'aller vers des ventes beaucoup plus focus sur le besoin réel du client. Et ça, l'intelligence artificielle n'est pas prête de remplacer l'humain pour ça. Merci beaucoup. Merci Youssef Shraibi. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. Et nous passons à la seconde partie de Questions Éco tout de suite. Près d'un demi-million d'emplois ont malheureusement été perdus durant l'année noire de 2020 à cause bien sûr de la pandémie, mais pas que, également à cause de la sécheresse, notamment au milieu rural. C'est ce qui ressort d'une note d'information du HCP au commissariat au plan. Les détails avec Alam Nani. On connaît désormais les chiffres officiels relatifs aux pertes d'emplois en 2020. Ils ont été publiés tout récemment par le Haut Commissariat au Plan. 432 000 emplois ont été perdus, alors que l'économie nationale avait pu créer en moyenne durant ces 3 dernières années 121 000 emplois. En pourcentage, cette baisse considérable est estimée à 3,9%. Dans le détail, 137 000 postes ont été perdus en milieu urbain et 295 000 en milieu rural. Aucun secteur n'a été
été épargné par cette vague de chômage. Celui des services a perdu quelques 107 000 emplois, l'agriculture, forêt-pêche 273 000, l'industrie et l'artisanat 37 000 et le BTP 9 000. À cause de ces pertes d'emplois, 322 000 chômeurs sont venus s'ajouter en 2020 à la population des chômeurs qui totalise désormais 1,429 million de personnes. Pour ce qui est du nombre total d'heures travaillées par semaine, il a baissé de 20% à 394 millions d'heures en 2020, ce qui correspond à 2,1 millions d'emplois à temps plein. De son côté, le nombre moyen d'heures travaillées par semaine est passé de 45,2 heures à 37 heures et demie, conclut le HCP. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir depuis Casablanca Amin Khayaté, expert en RH et fondateur de Quix pour le recrutement rapide. Bonsoir Amin Khayaté. Bonsoir Khadija. Alors, les chiffres que nous venons de suivre, ces chiffres du HCP, sont-ils réellement alarmants selon vous ? Effectivement, lorsqu'on regarde les chiffres et qu'on voit qu'il y a à peu près 432 000 emplois qui ont été perdus en 2020, comparé à 165 000 qui ont été créés en 2019, on a de quoi se ronger les ongles en fait. Et ceci étant, dans toute crise, le marché en profite toujours pour se corriger. Quand on voit que les GE en fait ont réduit leur effectif de plus de 40%, ça montre principalement que c'est une occasion de se séparer, voire de collaborateurs qui sont moins créateurs de valeur, en justifiant facilement ça par le Covid. Mais c'est un phénomène qui existe partout. D'ailleurs, si on compare avec la France, en fait, le nombre de demandeurs d'emploi a augmenté pratiquement de 8%, et ce qui est relativement bas, mais parce que l'État maintient le marché sous perfusion avec les aides, le chômage partiel qui n'existe pas ici. Donc la note pour la France, par exemple, sera assez salée pour les futures générations. Mais est-ce que, selon vous, il y a quand même un espoir pour les emplois qui ont été perdus ? Le ministre de l'Industrie, par exemple, a annoncé en grande pompe, d'ailleurs, que la majorité des emplois qui ont été perdus ont été rattrapés. Est-ce que, selon vous, il y a espoir pour les autres filières, par exemple ? Il faut toujours regarder espoir quand c'est la crise. On touche le fond pour mieux rebondir. Maintenant, les opportunités d'emploi devraient cette année rester assez linéaires avant une reprise progressive au deuxième semestre. Les GE, PME et TPE vont forcément reprendre l'embauche au fur et à mesure pour remplacer les départs à la retraite, ou des jeunes cadres aussi qui vont être embauchés, mais à des salaires un peu moins importants qu'avant le Covid, entre 10 et 20% de moins, d'où la correction du marché. Et cette correction-là, elle va s'étendre donc pour cette année 2021. Quelles sont les autres tendances, selon vous, en tant qu'expert et en tant qu'observateur de ce marché de l'emploi au Maroc, mais aussi en Afrique d'ailleurs, mais restons au Maroc pour le moment. Alors, est-ce qu'il y a d'autres tendances qui devraient ressortir pour 2021 ? Alors, les opportunités sont clairement dans tout ce qui est IT digital, mais aussi dans les métiers RH et le commercial, notamment les ingénieurs d'affaires. Et ce qui s'est passé, c'est que pendant le Covid, beaucoup de jeunes ont dû se former à de la création de sites web, à du design, à faire même de la traduction en ligne, et proposent leurs services sur des plateformes de freelancing. Et d'ailleurs, j'en profite parce que moi, je fais partie du bureau de la PEBI. On a proposé un projet avec le gouvernement qui vise à former d'ici 2024 200 000 jeunes pour devenir des freelances. C'est une action d'ailleurs une action pilote va être lancée dans les régions d'ici quelques semaines. Ah, très bien. Bonne annonce dans cette émission Question Écho Amin Khayaté. Mais alors justement, est-ce une bonne chose finalement d'encourager le freelancing, ou en tout cas ce mode de contrat de freelance par rapport au CDI tant convoité ? Vous savez, la génération Y est tirée par l'indépendance. Donc, et d'ailleurs, on a fait une étude au sein de Quix. Le résultat est que d'ici 2024, le freelancing va passer de 5 à 14%. Donc, autant se préparer et savoir combiner entre les deux, entre le CDI d'un côté, où en général, c'est des profils qui cherchent un peu de stabilité, puis cette génération indépendance et qui veut. Et d'ailleurs, travailler pas forcément que sur le marché marocain, mais être open pour travailler sur des projets à l'international depuis le Maroc.
Il est clair aujourd'hui que, je le citais aussi avec l'invité de la première partie, Youssef Charaibi, qui représente la Fédération des services externalisés, de l'externalisation des services, il y a cette question d'incitation fiscale. Est-ce que vous pensez qu'elle devrait booster les recrutements, notamment en CDI ? On ne va pas le ressentir tout de suite, toutes ces incitations fiscaux, forcément, parce que c'est quelque chose qui a été lancé entre le 1er janvier 2021 et qui sera applicable jusqu'au 31 janvier 2021. On devrait cependant le ressentir à partir du deuxième trimestre, du deuxième semestre, pardon, parce que le temps que l'économie consente une reprise progressive de cette économie-là, forcément, il y aura des embauches et profiter de cette incitation fiscale pour embaucher le maximum possible. Pardon. Est-ce que vous pensez que ce plan de relance qui a été annoncé par les autorités marocaines pourrait justement sauver l'emploi, surtout vers des filières qui ont nettement souffert de cette crise ou carrément de l'arrêt d'activité, et en l'occurrence le tourisme ? En fait, l'emploi déjà n'était pas vraiment au beau fixe même avant le Covid. Maintenant, pour moi, je vois cette occasion du Covid, c'est une occasion pour l'État de prendre de la hauteur, d'écouter les différents partenaires, de faciliter le travail avec l'international, parce que c'est compliqué aujourd'hui de travailler, même depuis le Maroc, sur des projets à l'international, en revenant sur la notion du freelancing, justement. Donc, notre marché aujourd'hui, je pense qu'il n'est pas assez grand pour faire bosser tout le monde correctement. En revanche, on a de très bonnes ressources qui peuvent travailler sur des projets à l'international. Et je pense aussi que l'une des propositions qui ont été appliquées d'ailleurs sur le statut entrepreneur a été pas mal utilisée. Ceci étant, je trouve qu'il est assez limité. 200 000 dirhams annuels, c'est très limité. Donc, je pense que c'est une occasion pour nous de pouvoir dire à l'international qu'on a de super ressources qui peuvent travailler non seulement localement, mais aussi à l'international. Et depuis le Maroc, bien évidemment. Je vais terminer justement, vous avez parlé de ressources, je vais terminer en parlant d'avenir. L'avenir est-il bon pour les jeunes diplômés ? Est-ce qu'on a peut-être de bons auspices pour ces jeunes diplômés qui s'apprêtent à attaquer ce marché du travail en pleine crise ? C'est vrai que c'est pas présenté comme ça avec les chiffres. On a tendance à dire que tout est noir. Dans toute crise, il y a des opportunités. Et je pense encore une fois, et c'est quelque chose, c'est vrai que je vais le redire encore une fois, la tendance du freelancing est une tendance qui est en pleine évolution. C'est quelque chose qui est très apprécié par la génération Y. Ceci étant, la partie CDI, pour moi, est une partie qui sera plus formateur pour ces jeunes diplômés. Avec les incitations de l'État, je pense que d'ici la fin de l'année, beaucoup de jeunes diplômés vont pouvoir trouver de l'emploi. Ceci étant, j'en profite pour faire passer un message pour dire que pendant qu'on est en train de rechercher un emploi, on en profite aussi pour se former sur de nouvelles choses, sur de nouvelles tendances. Entre le digital, l'IT, on a beaucoup de choses qui sont disponibles en ligne pour se former. On a besoin de 3 ou 4 mois maximum pour se former sur un nouveau métier. Donc, si j'étais à leur place, je regarderais en tout cas ce qui se fait de tendance et là où il y a beaucoup de besoins. Et il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre sur Internet et qu'on peut proposer à travers des services en ligne sur Internet encore une fois. Merci beaucoup. Merci Amine Khayati, fondateur de Quix, pour le recrutement rapide, d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci pour votre invitation et à très vite. Voilà, à très vite aussi à vous. C'est la fin de Questions Écho. Très bonne soirée.